Aujourd'hui, on va vous parler de cloud et de data lake, les deux sujets principaux, avec le sujet pourquoi et comment créer un data lake dans le cloud. Nous serons donc deux à vous parler aujourd'hui. Je suis, comme vous pouvez le lire, Martin Hervieux, Chief Innovation Officer chez Igora. Et avec moi est présent Simon Garde, qui est notre architecte Big Data, et avec qui j'ai la chance de travailler. Car oui, c'est une chance. À titre d'information, et pour vous présenter les objectifs de ce webcast, on va commencer par un petit historique du Data Warehouse, qui pourra servir de piqûre de rappel pour certains, ou de découvrir de nouvelles informations pour d'autres. Le sujet central de ce webcast, le Data Lake, sur lequel on va revenir. Et enfin, comment créer son propre Data Lake, puisque c'est le titre du webcast auquel vous participez actuellement. Avant toute chose, je vais me permettre de faire un rapide retour sur la stratégie d'Igora, la stratégie actuelle, qui est marquée par une évolution de la base de données, de l'expertise base de données, vers le data management. Donc, tout d'abord, on peut voir quelques chiffres là que vous avez affichés à l'écran, des chiffres significatifs. Alors, vous voyez, c'est avant tout à travers notre expertise historique, mais également avec notre écosystème, qu'on a eu cette capacité et qu'on continue d'évoluer de la base de données au data management, de nouveaux sujets de manière générale et spécifiquement donc du data management. Quand on parle de data management chez Digora, on a pour habitude de présenter nos 5 piliers sur lesquels je vais revenir rapidement puisque l'idée aujourd'hui c'est de parler de data lake et de cloud. Identifier, qu'il s'agisse de vos données ou de vos projets, valoriser, bon, spécifiquement bien sûr vos données. Tu pouvais rester sur ce slide-là, Simon. Je ne sais pas ce qui a cliqué, mais c'est passé directement à la suite. Terrible, l'informatique, c'est compliqué à maîtriser, je reconnais. Donc, je vais y arriver, valoriser donc spécifiquement vos données, souvent des données inexploitées qu'on se propose de vous aider à valoriser. Sécuriser, qui est un enjeu particulièrement important, surtout dans la période actuelle. Opérer, qui est notre cœur de compétence historique, pour nos clients, c'est surtout là-dessus que vous nous connaissez. Et enfin, piloter, puisque tous ces sujets ne peuvent pas bien marcher sans assurer une gouvernance et un suivi tout au long du cycle de vie de vos projets, mais également de vos données. Et du coup, de mon côté, j'ai fini mon introduction. Ce que je vous propose, c'est de passer maintenant au cœur du sujet, de passer la main à Simon. Simon, à toi. Ok. Du coup, voilà, donc le sujet de ce webinaire, c'est pourquoi et comment créer un data lake dans le cloud. Et la première question qui se pose réellement, c'est pourquoi le big data en fait, et pourquoi est-ce que ces problématiques de data lake sont apparues et comment est-ce qu'on va y répondre. Donc la première réponse à cette question, c'est d'abord les volumes grandissants de données. On se rend compte, à partir des estimations que le volume mondial de données atteindra d'ici 2025 175 zettabytes. Alors un zettabyte, c'est pas forcément une quantité qu'on peut réellement saisir et c'est pas forcément la réponse qui est la plus importante. Ce qui est le plus important comme réponse à cette question, c'est plutôt le potentiel inexploité de ces données. Et Gartner estime à 87% la quantité d'entreprises qui exploitent peu la BI et les analytics. Donc on va voir un petit peu comment est-ce que une architecture type Data Lake peut répondre au mieux à cette problématique de potentiel inexploité. Donc je vais commencer juste par un petit point sémantique. Il y en aura un petit peu, il y en aura un peu de partout dans cette présentation, juste pour remettre les choses en place pour des personnes qui auraient un petit peu des bases peut-être un peu lointaines pour rappeler tout ça. Donc on a d'une part la donnée structurée, ça c'est celle que vous connaissez de partout, c'est de la donnée qu'on appelle tabulaire qui est stockée dans une base de données relationnelle bien connue, que ça peut être du Oracle, ça peut être du SQL Server ou autre. Et on va y stocker donc tout type de données qui nous intéressent, des nombres, des dates, des chaînes de caractères. Alors ça, c'est pas quelque chose qui diffère réellement entre la donnée structurée, semi-structurée et non structurée.
Pour la donnée semi-structurée, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est simplement dérivée des données structurées. On va retrouver beaucoup de points communs avec ce qu'on va stocker dans une base de données relationnelle, mais en fait, on va avoir une autre façon de la lire. En fait, on va avoir des tags ou des marqueurs qui vont nous indiquer la structure. Typiquement, dans le cas des fichiers CSV, on a un séparateur qui peut être un point-virgule ou une virgule qui va séparer les différents champs qui contiennent en fait nos données. Donc pour XML et JSON, c'est un peu des standards qui sont nés un petit peu avec le web et qui ont une structure plutôt clé-valeur, mais qui sont pas si différents que ça du CSV en fait, au niveau du fait que ce soit des fichiers. Côté données non structurées, donc ça c'est le type de données qui fait un petit peu plus peur parce qu'on ne sait pas réellement ce qui se cache derrière. Ça va être de la donnée binaire, hein, tout simplement, des images, des vidéos, des mails et des documents texte. Donc voilà pour les différents types de données. Et on va passer sur cette slide un petit peu qui cherche à tracer en fait comment on a stocké la donnée depuis le début des années 1990 jusqu'à nos jours. Donc là, il est marqué 2020, mais c'est plutôt on est plutôt en 2021. Donc là, on va essayer de clarifier tous les types d'architecture et pourquoi elles ont été créées. Donc ce qu'on voit sur cette slide-là, on va parler d'abord du data warehouse, on va faire dans le sens chronologique. Le data warehouse, en fait, ce qui s'est passé, c'est que on s'est rendu compte dans les entreprises et pour tous les professionnels de la donnée, ça c'est devenu assez clair. On a créé en fait des entrepôts de données, des bases de données relationnelles toutes simples, pour un projet, un use case. Et on s'est rendu compte que créer ces silos de données, en fait, ne nous permettait pas réellement de pouvoir les exploiter au mieux. Donc l'idée, ça a été d'identifier les données externes et les données opérationnelles et d'essayer de les rassembler dans ce qui s'appelle en fait un data warehouse. Alors comment est-ce qu'on fait ça? C'est avec ce petit moteur que vous voyez ici qu'on appelle ETL. Donc ETL, ça veut dire Extract, Transform, Load. C'est-à-dire que je vais extraire les données qui sont importantes pour mes analyses que je souhaite effectuer pour potentiellement faire du support à la décision dans l'entreprise, calculer différents indicateurs de performance. Et du coup, on va extraire d'une part des données externes et des données opérationnelles, les centraliser après qu'elles aient été transformées dans le data warehouse. Donc là, dans le schéma, il manque un petit peu le data warehouse. En fait, c'était un petit peu pour le simplifier qu'on l'a enlevé. Mais on a en fait toujours les data marts qui eux vont servir en fait à alimenter tout ce qui est rapport BI qui vont aider au support à la décision. Alors, on l'a dit, hein, c'est dans le domaine du data warehouse, on a des technos type Oracle, SQL Server, Postgre, il y a d'autres technos relationnels. Et en majeure partie ou en totalité, ça va être de la donnée structurée. Et on va stocker uniquement de la donnée traitée. Alors, on en parle justement ici pour faire la différence de ce qu'on va trouver dans le data lake. Et on a aussi quelque chose qu'on appelle schéma on write, qu'on différenciera du schéma on read qu'on trouvera côté data lake. Donc alors, le data warehouse, ça a toujours été quelque chose qui consommait énormément d'argent. Et côté financier, c'était souvent très consommateur, et on va aussi différencier sur ce point-là le data warehouse du data lake et des différentes architectures qu'on trouve après. Alors, schéma on write, encore un petit point sémantique. L'idée derrière ce terme un peu barbare, c'est d'abord définir le schéma. Donc sur la petite image que vous voyez sur la droite, on va d'abord créer la database, créer la table avec notre structure de données en fait qui va être prédéfinie, et ensuite venir y insérer la donnée. Alors, c'est quelque chose qui marche très bien, qui marchera encore dans les années à venir, ça y a aucun souci, mais c'est un modèle qui est relativement rigide, et c'est pour ça qu'en fait que l'architecture type data lake est née. C'est aussi pour répondre à ce besoin de plus grande flexibilité sur les données qu'on souhaite exploiter pour alimenter nos rapports BI et tout le reste. Donc on revient sur notre historique du stockage de la donnée pour l'analyse, et on va passer au côté data lake. Donc
le data lake, je vais décrire un petit peu le schéma, ensuite on parlera un petit peu des composantes qui se trouvent derrière ce terme-là. Donc l'idée, c'est qu'on n'est plus sur de la donnée forcément relationnelle, on va avoir aussi les autres types de données dont on parlait tout à l'heure, donc semi-structurées et non structurées, qui vont être très souvent sous forme de fichiers. Et on va venir centraliser de façon complètement indifférenciée en fait tous ces types de données dans le data lake. Alors on ne peut pas y mettre vraiment n'importe quoi, hein. Forcément il faut que ce soit compatible avec les analyses qu'on souhaite faire et aussi les outils en fait qui se cachent derrière Data Lake. Dans cette présentation derrière Data Lake, on va sous-entendre très fortement Hadoop parce que à l'ère du cloud, on va dire que Hadoop a évolué pour passer sur d'autres outils et on va expliciter ça un petit peu tout à l'heure. Donc l'idée, c'est vraiment de ramener la donnée au format RAW. Donc RAW en anglais, ça veut dire cru, ça veut dire qu'on va vraiment uniquement l'extraire, en fait, la charger dans le data lake et ensuite la transformer. Donc on est passé en fait d'une démarche ETL à une démarche plutôt ELT, même si en fait on peut le voir sur le haut du schéma ici, qu'on a toujours en fait notre data warehouse et nos data marts qui vont chercher, qui vont répondre à cette problématique d'alimenter mes rapports BI. Et sur la gauche du schéma ici, en fait, on va avoir aussi la possibilité d'avoir tout ce qui est data science, machine learning, avec les différents outils qui peuvent se mettre, qui peuvent exploiter en fait le potentiel du data lake. Donc je vais juste faire un petit point hyper rapide sur des technos, même si c'est bien de savoir qu'elles existent. Après, je vais essayer de pas trop insister sur les technos dans cette présentation. Mais lorsqu'on parle d'Hadoop, en général, on va parler plutôt des 2 plus grandes distributions Hadoop que sont Cloudera et Hortonworks. En fait, ces distributions-là, elles vont regrouper tout un tas d'outils qui vont marcher très très bien ensemble pour permettre le stockage et l'exploitation des données. Alors, Hadoop, juste pour expliquer un petit peu ce que c'est, comment ça marche, c'est toujours en fait ce qu'on appelle un cluster Hadoop. Un cluster, c'est un ensemble de machines qui peuvent être physiques ou virtuelles, qui vont héberger tout un tas d'applicatifs pour le stockage et l'analyse distribuée en fait de nos données. Donc tout à l'heure on parlait de schema on read, schema on write pardon. Là on va parler de schema on read. C'est vraiment pour montrer donc cette différence en flexibilité que nous permet d'avoir Hadoop. Donc l'idée c'est que on va identifier la donnée à rassembler, l'insérer directement dans notre data lake et ensuite créer le schéma de données et le schéma de base en fait, qui va nous permettre de lire et ensuite analyser cette donnée. L'idée en fait, la flexibilité que permet en fait ce schéma on read, c'est vraiment, elle est typiquement due au fait que les données sont stockées en RAW, c'est-à-dire que je vais toujours avoir mon historique de données avec ma donnée master qui ne sera jamais modifiée et je pourrais à tout moment en fait refaire tourner mes analyses sur mes données historiques et sur les nouvelles données potentiellement où il y a un changement de schéma par exemple et je vais pouvoir vraiment le changer à la volée, ce schéma. Alors, pour définir très rapidement le calcul distribué, j'ai emprunté une petite analogie que j'avais trouvée. C'est, si j'ai une problématique qui est de peindre une longue barrière en fait, l'idée c'est que si je commence d'un côté et que je peins progressivement jusqu'à l'autre côté, je vais mettre un temps, assez conséquent. Le calcul distribué répond très bien en fait à cette problématique en divisant la charge et en appelant du renfort et c'est justement ce pourquoi en fait Hadoop, nous permet de diviser en petites parties avec des nœuds qu'on va appeler worker nodes ou data nodes, en fait, où on va traiter la donnée là où elle se trouve. Donc ça va nous permettre, lorsque le traitement des données sera terminé, de récupérer le résultat, de récupérer ma barrière qui sera peinte de bout en bout, et ainsi d'aller plus vite, de pouvoir mener des analyses sur une plus grande quantité de données. Et ça permet aussi, pour la petite note sur le côté, d'assurer en fait une redondance des données. Donc, je vais pas perdre de données. Justement, c'est très, très résilient comme type d'architecture.
Alors Hadoop, justement cette slide-là, elle fait peur et elle est là un petit peu pour faire peur. On va décrire en fait ici un petit peu les technologies qui se cachent derrière la distribution Hortonworks, qui est une distribution Hadoop. Donc c'est souvent très dur de maîtriser au tout début tous les outils qui sont à l'intérieur. Il faut beaucoup former les équipes et c'est quelque chose qui est relativement compliqué parce que les outils, la plupart des personnes ne sont pas formées dessus. C'est pour ça que Digora en fait se positionne aussi pour pouvoir aider au mieux les entreprises à se former et à exploiter, à fiabiliser en fait les infrastructures qui vont porter du Hadoop ou une architecture type Data Lake. Donc je vais décrire juste 3 composants les plus importants dans Hadoop. Le premier, c'est d'abord le stockage distribué. On parlait de calcul distribué tout à l'heure. Et l'idée, c'est que on va avoir la donnée qui va être répartie et redondée sur notre cluster de données. La seconde technologie, c'est une technologie qui va gérer les différentes ressources. En fait, lorsque je vais effectuer un traitement, et je vais affecter à un traitement A une quantité de quelques vCPU et une certaine quantité de RAM. Et lorsque le traitement aura terminé, en fait, je pourrai récupérer et réaffecter ces ressources-là. Et la dernière technologie, qui est une technologie en fait qui s'appelle Zookeeper, qui joue vraiment en fait le rôle de gardien de zoo en fait dans Hadoop. Il va permettre à toutes les technologies qui composent une distribution Hadoop de bien communiquer entre elles et de savoir leur état, de savoir où transférer telle ou telle donnée. Et il est vraiment très, très important. Sans lui, un cluster Hadoop a beaucoup de mal à fonctionner. OK, donc voilà un petit peu pour le côté Hadoop. Et surtout en fait pour le côté data lake. On va passer maintenant, pardon, au côté architecture type lakehouse. Donc l'architecture type lakehouse, en fait, elle est vraiment née, elle a été théorisée par une entreprise qui s'appelle Databricks, qui permet en fait d'analyser de la donnée sur des infrastructures type data lake. Et l'idée, c'est qu'on va réellement, avec toutes les technologies qu'apportent les cloud service providers, que ce soit Amazon, Azure, Google Cloud, on va découpler en fait le stockage du compute. Alors ça, c'est vraiment rendu possible uniquement, ça paraît un petit peu bizarre comme idée de découpler tout ça, mais le cloud en fait nous permet d'éviter de consommer trop côté financier pour des choses dont on n'a pas vraiment besoin. Et donc l'idée, c'est que je vais avoir un stockage qu'on appelle object storage ou deep storage aussi. Les technologies qui se cachent derrière, c'est souvent Amazon S3, Azure Blob Storage. Il y a aussi Google Cloud Storage. Et elles sont en fait relativement supérieures au file system distribué qu'est Hadoop parce qu'on n'a plus du tout besoin en fait de gérer toutes les infrastructures et tous les applicatifs que représente Hadoop et que vous avez vu dans la slide précédente. Alors, ils ont ces object storage, ils ont des avantages, c'est qu'ils ont un coût relativement faible en fait au giga. Ils sont hautement disponibles. Amazon, je crois, donne des taux de disponibilité à 99 points, une dizaine de 9 après la virgule. Et ils permettent aussi des lectures massivement parallèles. Donc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, comme pour Hadoop, distribuer mon calcul en fait sur ce type de stockage-là, pardon. Donc juste une petite note sur la techno qu'est Databricks. Elle apporte, comme les nouvelles versions d'Hadoop, en fait beaucoup de points positifs qui vont énormément ressembler en fait à ce qu'on trouve côté base de données relationnelle. On va avoir des transactions acides, qui est quelque chose qui a mis beaucoup de temps à apparaître chez Hadoop, et on va pouvoir donc avoir tous ces avantages-là. Et plus avoir les problèmes qu'avait pu poser Hadoop. Alors je dis les problèmes qu'avait pu poser Hadoop, mais Hadoop n'est pas du tout une techno qui est morte en 2020. C'est quelque chose qui est toujours exploité par nos clients. On a des clients en supervision chez qui on intervient. Donc je jette pas du tout Hadoop à la poubelle en disant ça. Merci Simon pour toutes ces précieuses informations. Avant de te rendre la main pour la partie use case, la présentation de quelques use cases,
Je voudrais juste vous préciser que vous avez accès à un canal, un onglet questions-réponses. Cependant, encore une fois, trahi par la technologie, nous ne sommes pas en capacité de le voir. Donc malheureusement, on ne pourra pas répondre à vos questions aujourd'hui puisqu'on les voit tout simplement pas. Cependant, au début de cette présentation, vous avez pu voir nos mails. N'hésitez pas, si vous avez un sujet ou une remarque sur ce webcast, n'hésitez pas à nous contacter. Et donc, Simon, je te rends la main pour les use cases. Ça marche. Je remettrai les mails en fin de présentation pour être sûr que tout le monde les ait. Ok, donc on va enchaîner sur les différents cas d'usage qu'on souhaitait vous présenter aujourd'hui. Donc le premier cas d'usage, c'est un cas d'usage Data Lake dans le cloud. C'était chez un client qui travaille dans le domaine du loisir, donc dans la gestion de domaines skiables et de parcs d'attractions. Alors réellement la problématique chez ce client-là, c'était qu'ils avaient installé en fait déjà un cluster Hadoop. C'était Hortonworks, la technologie. Et ils souhaitaient en fait vraiment confier l'infogérance à un partenaire de confiance. Donc c'est Digora qui a été sélectionné pour assurer tout ça, pardon. Et donc l'idée, c'est qu'on a vraiment développé tout un tas de sondes qui vont permettre de superviser chacun des outils qui composent une distribution Hortonworks, hein. Donc l'idée, c'est que c'est un cluster. Il y a beaucoup d'éléments qui travaillent ensemble et parfois il y a quelque chose qui peut s'éteindre, qui peut poser problème et il faut souvent intervenir pour éviter d'avoir des indisponibilités côté client. Donc Digora en fait assure réellement tout ça avec le contrat qu'on a signé avec ce client. Donc voilà, donc c'est un client aussi justement pour faire la transition entre Data Lake et Cloud, qui est en train de s'intéresser à une architecture type Lakehouse. Et Digora est en train donc du coup de s'intéresser à développer en fait les sondes qui permettront d'attester du fait que dans le cloud, lorsqu'on va créer à la volée du coup un cluster de calcul dans Databricks, pouvoir le superviser, pouvoir attester que les traitements se passent bien et vraiment enlever toute cette charge-là aux équipes en interne pour qu'elles puissent réellement se focaliser sur le fait de générer des indicateurs pour le décisionnel. Pardon, j'ai cru que j'avais eu un plantage. OK. Donc le second cas d'usage, alors ici, c'est un petit peu volontaire. On a pris un cas d'usage big data qui est on-premise, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est pas du tout le fait que ce soit dans le cloud ou on-premise. Ce qui est intéressant, c'est le cas d'usage et on va expliquer un petit peu pourquoi tout à l'heure. Le cas d'usage est vraiment le ou les cas d'usage hein, dans un data lake forcément sont vraiment importants pour créer ce type d'architecture. Alors la problématique de notre client, c'était d'exploiter ce qu'on appelle des flux de clics qui sont réalisés sur le site web. C'est le site web d'une banque. On appelle ça du clickstream, donc flux de clics hein, tout simplement. La technologie, c'était aussi Hortonworks. Donc lorsque je suis allé chez ce client-là, on l'a assisté dans le déploiement, l'installation de leurs infrastructures. Et on a aussi en fait fait ce qu'on appelle du tuning HBase. Alors c'est pas du tout différent du tuning qu'on peut effectuer sur une base de données relationnelle, hein. HBase c'est une base de données NoSQL qui fonctionne en symbiose avec Hadoop, hein, qui peut s'appuyer sur le file system d'Hadoop. Et en fait leur application avait besoin de certaines performances en lecture, en écriture, et on a réglé en fait quelques petites molettes pour réussir à obtenir ces performances-là. Le dernier cas d'usage, qui est aussi une des forces de Ticora, donc cette fois-ci toujours une prémisse, hein, mais ça change rien, ce qui a été fait ne change pas en fait que ce soit une prémisse ou dans le cloud. Un client dans l'assurance, on les a étudiés donc sur une mission d'un peu plus longue durée sur la fiabilisation de leurs infrastructures. Donc il y a tout un tas, ici la technologie, pardon, c'est Cloudera, hein, c'était la deuxième distribution Hadoop dont on parlait tout à l'heure, qui était hébergée sur la Big Data Appliance d'Oracle. Alors la Big Data Appliance d'Oracle, c'est une grande armoire avec des lames de serveurs à l'intérieur. C'est pas,
en fait, il y a des applicatifs, on va dire, développés par Oracle qui facilitent un petit peu les choses pour exploiter Hadoop. Donc on les a aidés à faire tout un tas d'actions, typiquement montée de version sur l'OS, montée de version sur l'applicatif qui est Cloudera. Et juste pour parler du cas d'usage et le rapprocher un petit peu du schéma qu'on a vu sur l'historique Data Warehouse, Data Lake, Lakehouse, ce client-là, en fait, avait identifié tous ces silos de données, en fait, qui étaient pardon, SQL Server, Oracle et DB2. Du coup, vraiment tout un tas de technologies très, très hétérogènes. Et en fait, il fallait développer tout ce qui permettait de ramener et de centraliser cette donnée-là de la bonne façon et que tout fonctionne bien dans la distribution Cloudera. Donc voilà, donc il y avait du Golden Gate aussi pour ceux qui connaissent un petit peu, qui connaissent bien le monde Oracle. Il y avait du Kafka. Mais j'avais dit que je rentrais pas trop dans le détail niveau technologie. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer par mail. Du coup, ce sera avec plaisir qu'on y répondra. Ok. Donc donc là, on a parlé historique du stockage de la donnée, on a parlé cas d'usage, on était un petit peu sur le pourquoi, on va arriver plus maintenant sur le comment, parce que c'est vraiment ça qui est important et c'est ça qui est le plus compliqué en fait, qui fait le plus peur aux entreprises et où Digora peut se positionner justement pour faire sauter cette petite. Elle est conséquente cette marche, mais donc Digora peut vous assister dans la création de votre data lake. Ok, donc chaque entreprise a un système d'information, ça j'apprends rien à personne, mais très souvent on se rend compte qu'on a ces fameux silos de données, on a de la donnée importante d'un côté, d'autres données importantes de l'autre, et souvent c'est pas forcément très bien documenté, et c'est relativement complexe à exploiter parce que il y a de la perte d'informations, hein, tout simplement entre les équipes, entre les personnes qui travaillent dans une même entreprise. Donc la première problématique qui est la première question à laquelle il faut répondre, c'est d'abord la centralisation dans le data lake. Donc identifier réellement qu'est-ce qu'il faut rassembler et comment est-ce qu'on va le rassembler. La seconde problématique, ça va être le stockage. Donc identifier la technologie type data lake en fait qui va nous aider à faire ça. Peut-être mettre à jour un petit peu la cartographie des données pour que tout soit facilement exploitable et permettre du coup l'analyse derrière et ensuite la visualisation de ces données. Donc on va détailler un petit peu ces 4 points. Voilà, donc du coup la centralisation, donc il y a 2 grandes façons de faire les choses. En fait, c'est 2 grands types d'applicatifs en fait qui vont nous permettre d'aller chercher la donnée. Donc c'est soit en push, ça veut dire que l'application à la source en fait va pousser la donnée vers le data lake, soit en pull en fait, c'est du côté du data lake qu'on va venir en fait interroger notre source. Du coup, ça peut être une base Oracle où je vais venir faire un select, utiliser un outil type Scoop, par exemple, pour faire un import complet d'une table ou d'une base. Et donc, il y a ces 2 façons de faire. Et la deuxième chose qui est très importante, c'est la température de la donnée. Donc, c'est quelque chose qui, dans la conception de l'architecture, est relativement importante. En fait, il faut savoir que si vous avez un dashboard. Pardon, je lisais les questions en même temps, j'y reviendrai tout à l'heure du coup sur la question. La température de la donnée du coup, est-ce que j'ai un dashboard qu'il faut alimenter vraiment au fil de l'eau? Ou là, je vais être plutôt sur une architecture type streaming? Ou est-ce qu'on est plutôt sur du batch processing où je vais, faire un gros import de données et mener une analyse sur l'entièreté de mes données quoi? Pas forcément au fil de l'eau du coup. Donc j'ai listé en bas quelques technologies qu'on retrouve chez nos clients, qui sont des technologies qui sont largement utilisées dans le monde du big data. Donc je vous invite à aller regarder si vous ne connaissez pas forcément, sinon on reste disponible pour en parler, pour parler de tout ça. Alors justement tout à l'heure je parlais de cas d'usage et le fait que c'est vraiment ça qui est le plus important pour trouver la solution de stockage. On a parlé beaucoup d'Hadoop.
Et ça paraît répondre un petit peu à tout parce qu'on a l'impression de pouvoir y jeter un petit peu n'importe quoi dedans. Malheureusement, c'est pas aussi beau que ça, une solution unique du coup n'existe pas. Nous vraiment, la démarche qu'on adopte, c'est, se fier à son modèle de données. Heu, Si j'ai des analyses qui vont bien performer dans Hadoop, à ce moment-là, c'est intéressant d'utiliser la techno. Si j'ai plutôt, du JSON, qui va venir d'un endroit dans mon SI, peut-être que du MongoDB, ça peut faire sens. Si je dois faire de la gestion de log, peut-être qu'un Elasticsearch ou un Splunk, ça peut être beaucoup plus intéressant. Donc ça, c'est vraiment, il y a, énormément de bibliographie, sur internet qui est disponible. Digora est aussi disponible en fait pour vous conseiller, en fait, pour étudier votre cas d'usage, pour trouver la meilleure solution de stockage. Hem, donc voilà pour le stockage. Juste, là en fait on a parlé des choses un petit peu de façon lointaine. On va essayer de remettre les choses dans le réel, de remettre les choses avec l'ère du cloud, en fait. Tout à l'heure, on parlait d'object storage. Et l'idée, c'est que parfois se séparer d'Hadoop, ça peut faire sens, d'utiliser, ces deep storage que sont S3, Azure Blob Storage et GCS pour stocker réellement tout l'historique des données. Il y a des best practices qui sont, documentées, par les cloud service providers que sont, chez Amazon typiquement, il y a un guide complet de comment construire son data lake. Bien que, le lire seul ne donne pas toutes les billes, hem, ça donne déjà, ça réancre les choses réellement dans le réel. Le data lake ne paraît plus, être simplement un concept. Hem et du coup, en fait, en stockant l'historique de ces données, on a la possibilité donc de mener, les analyses, sur ces données, de créer un cluster de traitement, à la volée avec des technos, on parlait de Databricks tout à l'heure et stocker ensuite, le résultat donc, toujours dans mes data marts en fait, hein, que j'ai, dans mon système d'information, connecté, à mon data warehouse. Un des points aussi sur le stockage qui est important, je rentrerai pas dans le détail, mais très souvent en fait, sur ce type de solution, type data lake, il faut faire les choses de façon très itérative. Je vais pas trouver, un format de fichier parfait et une compression parfaite dès le début. Peut-être qu'il va falloir y revenir à plusieurs fois, tester différentes combinaisons, aussi regarder la bibliographie, hein. Il y a plein de bench qui sont, disponibles, par rapport à ça et c'est souvent très dépendant de la donnée que je vais stocker. Donc j'ai mis un lien, je crois que la présentation vous sera donnée à la fin du webinar, qui explique un petit peu, tous les différents, file formats. Ça, c'est plus pour les populations un petit peu techniques, hein, parce que je pense que l'article est un petit peu complexe. Alors, côté analyse, troisième et avant-dernier point, la technologie qui est vraiment la plus récurrente, et celle à laquelle il faut faire le plus attention, actuellement, c'est Spark. Hem, je répète beaucoup, Databricks, mais c'est vraiment une technologie qui est très porteuse en ce moment, qui va créer donc des clusters Spark à la volée. Aussi faire attention à Azure Machine Learning qui est en train de monter. Il y a SageMaker qui est un petit peu plus ancien côté Amazon. Mais toutes ces technos-là, bien qu'elles existent, chez les cloud service providers, du coup, on peut toujours les avoir, on-premise, hein, dans le cluster Hadoop. Il y a, Spark qui permet de réellement paralléliser très efficacement, les traitements. Donc il y a 3 autres technos, je vous invite aussi à aller regarder un petit peu, qu'est-ce qu'elles permettent de faire. Alors côté visualisation, souvent, dans les entreprises, on est dépendant de la solution, BI qui a été choisie, historiquement dans l'entreprise. Si vous avez Tableau, ClickView, Power BI, vous êtes dans le cadran, en haut à droite, du Magic Quadrant de Gartner, tant mieux. Malheureusement, ces solutions, elles sont souvent très chères, et ça répond pas à toutes les entreprises. Une PME va pas forcément, Hem, choisir un tableau ou un clic qui peut coûter cher. Power BI peut aussi, coûter, relativement cher en fait, en fonction des tiers qu'on choisit. Sinon, il y a,
beaucoup de solutions qui sont de plus en plus performantes, typiquement Apache Superset, qui est dans l'open source. Il y a Grafana aussi qui permet de faire des dashboards. Sinon, il y a aussi la possibilité de développer soi-même son dashboard. Bon, c'est pas le plus facile, il faut des ressources aussi pour faire ça, mais il y a des choses intéressantes côté open source à regarder. Merci beaucoup Simon pour cette présentation. On va pouvoir finalement venir aux questions ensuite, puisque on a une équipe marketing incroyablement réactive qui nous a permis d'y avoir accès. Donc très bonne nouvelle. Donc n'hésitez pas à en poser d'autres si vous le souhaitez. Pour aller plus loin avant tout, on a 2 autres dates à vous proposer pour des webcasts. Le 17 juin, comment intégrer la supervision des services dans des environnements multi-cloud. Et le 24 juin, comment sécuriser vos accès dans le cloud. Donc, on reste dans cette thématique cloud, mais sur 2 sujets tout de même assez différents et des intervenants eux aussi différents. Une question qui nous a été posée, et Simon, je te laisserai répondre et j'aurai moi-même aussi des éléments à ajouter. Peut-on s'affranchir des fournisseurs de cloud américains? Bonne question, puisque on en a quand même beaucoup parlé aujourd'hui. Et le coût est-il rédhibitoire? Oui, alors, du coup, il y a des choses chez OVH. Malheureusement, avec l'évolution des technologies, on se rend compte que le cloud français ne tient pas encore le coup, hein. Peut-être que ça viendra dans le futur. Pour moi, c'est pas forcément une question de coût, mais pour vraiment répondre à cette question, est-ce que le coût est rédhibitoire du cloud français? Il faudrait vraiment savoir qu'est-ce que vous souhaitez héberger, en fait. Il y a quand même, en fait, dans les clouds AWS, Azure et Google, des data centers qui sont hébergés en Europe, hem, à des coûts qui sont du coup, bien inférieurs à ce qu'on trouve, côté OVH. Hem, mais en fait, ces fournisseurs de cloud-là, en fait, les fournisseurs de cloud américains, du coup, de ce que je vois dans la question, donc AWS, Azure, Google, ils vont aussi vous permettre, en fait, de mieux franchir cette marche du passage dans le cloud, hem et d'avoir vraiment un retour sur investissement et de moins se soucier de tout ce qu'on de toutes les problématiques qu'on peut avoir en data center. Et ça, c'est vraiment le point fort, en fait, du cloud, hein, c'est qu'il y a un investissement, upfront, en fait, dès qu'on va dans le cloud, qui est bien moindre, à celui, d'un hébergement, type data center. Et je peux rajouter, si on parle de groupes qui agissent en dehors des États-Unis, qui ne sont pas les groupes américains. On en a au Luxembourg et c'est assez facile pour nous de vous en parler puisque il s'agit de notre maison mère, le groupe Post luxembourgeois, qui a une offre de Data Lake as a Service dans leur data center, donc tier 4 au Luxembourg. Alors, d'un point de vue fonctionnalité, on est sur des choses similaires, puissantes évidemment, et on est sur quelque chose donc sur le territoire européen, dans l'Union européenne. Donc, on a une partie de la réponse. Évidemment, les acteurs américains ont nécessairement un positionnement qui leur permet d'être plus compétitifs d'un point de vue financier. Alors, comme le disait Simon, ça dépend toujours du cas d'usage. Par contre, aujourd'hui, le constat est clair, c'est que, a priori, d'un point de vue prix, si c'est un facteur dramatiquement important et que le cas d'usage nécessite des investissements eux aussi importants, on aura évidemment plus intérêt à aller dans les clouds américains. Encore une fois, d'un pur point de vue financier. Une autre question, les données de santé et l'impossibilité de travailler avec des sociétés de droit américain. Alors oui, effectivement, hein, ça va faire un moment que la CNIL s'est positionnée sur ce sujet-là, qu'elle déconseille donc de le faire.
Donc, on a des acteurs en France pour l'hébergement de données de santé qui montent aussi sur des technologies qui leur permettent du stockage plus important. On n'est donc pas sur des nécessairement, notamment Adista, avec qui on travaille de notre côté. Évidemment, ces sociétés n'ont pas des propositions équivalentes à ce que proposent les groupes américains type Google, Microsoft et Amazon. Pour autant, si vous avez les équipes en interne ou en externe pour pouvoir vous occuper de ces data lakes, et de toute façon, qu'on parle de data lake un peu plus géré par les cloud providers ou de data lake plus géré par vos équipes ou des tiers, vous aurez de toute façon besoin d'équipes pour les utiliser, c'est une évidence. Donc oui, on a la possibilité d'aller sur des acteurs, des hébergeurs de données de santé. Ça voudra probablement dire, au moins dans un premier temps, de mettre un tout petit peu plus d'huile de coude que sur les acteurs américains qui ont évidemment, qui sont là depuis un moment, qui ont eu le temps de développer leurs solutions et donc qui apportent forcément plus de facilité dans l'utilisation. C'est logique. Voilà, je sais pas côté a priori on est au bout côté questions. A priori on est aussi au bout côté présentation, donc c'est parfait, on est plutôt dans les temps. Simon, si tu veux bien juste repasser sur les slides, sur le slide où on montre nos mails. Si jamais vous voulez nous contacter, si vous avez des questions que vous n'avez pas pu poser, si vous avez des projets sur lesquels vous voulez discuter, que ce soit de l'accompagnement, de la mise en place, de la supervision dans le run, vous voyez que on se positionne sur tous les sujets du cycle de vie de la donnée. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Et puis il me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et puis à bientôt, j'espère.